en relais. Bien, mesdames, messieurs et chers habitués de ce webinaire d'actualité mensuel, ce que nous allons appeler, entre guillemets, l'économie responsable, c'est un joli concept méritant d'être bien explicité, mais qui fait son chemin, qui est en plus aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Thomas Le Sueur, une définition un peu dans la sphère publique. Eh bien, nous allons faire notre revue un peu analytique des grands mouvements pour essayer d'ensemble de comprendre ce qui se passe derrière la multiplicité des annonces, grandes, petites, moyennes, qui ponctuent notre actualité. Il y a vraiment des tendances significatives qui vont probablement compter dans les mois et les années qui viennent. Alors, nous avons convié, comme chaque mois, à ce webinaire une personnalité qui est dans l'action, qui est sur le terrain. Nous avons eu des acteurs d'entreprise, nous avons eu des personnalités dans des organismes, des experts et des enseignants. Et là, Monsieur Thomas Le Sueur nous fait l'honneur de participer à ce webinaire. Je rappelle qu'il est le commissaire général au développement durable, donc le coordinateur. Il y aura quelques mots sur sa fonction qui est vaste, importante, en clé de voûte un peu des politiques de développement durable françaises aujourd'hui. Et donc, son regard sur notre analyse et sur ce qui se passe est absolument très précieux et éclairant, et je le remercie encore. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, que s'est-il passé dans la période qui vient depuis un mois? Et effectivement, les uns les autres qui suivent participent à ces échanges le savent. Nous, dans nos enseignements, nous le constatons tout le temps, nous avons vraiment une actualité extrêmement riche. Alors, ce qui caractérise peut-être la période depuis fin mai, début juin, c'est le changement des orientations dues à l'action très proactive des autorités américaines, de la nouvelle administration américaine, on va y venir, et qui semble avoir pris un peu la main sur le jeu international par rapport à un agenda que les Européens avaient initié ces derniers mois, ces dernières années. Alors, on verra, il faut toujours parler sous le contrôle un peu des faits devant nous, c'est-à-dire si tout ça est confirmé lors du G20 de Venise, c'est-à-dire élargi à la Chine, la Russie et autres pays qui ont leur mot à dire sur ces nouvelles régulations qui nous ont été annoncées. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est un des axes que je vous propose de la réflexion actuelle, c'est de voir à travers la grande quantité de publications économiques, très très bon niveau, qui là vraiment prospéré ces derniers temps, le changement de paradigme dans la mentalité, dans le mindset, comme on dit, dans l'état d'esprit des économistes. J'y reviendrai de façon très importante. Alors, il y a eu toutes les assemblées générales qui ont montré que les trajectoires climat étaient un sujet de gouvernance incontestable. C'est un acquis. Ceux qui suivent la finance durable voient qu'aujourd'hui, on a des performances très impressionnantes dans les fonds ISR, et ceci est un signal important. Et parallèlement, alors les entreprises le vivent plutôt indirectement, et c'est plus le sujet quotidien de Monsieur Le Sueur, mais c'est vrai qu'on a une actualité juridique au sens même législatif d'abord, et puis voire constitutionnelle et judiciaire importante, donc sur le front des normes, et des batailles sur le sujet du durable qui ne cessent pas, notamment celle très frappante aujourd'hui avec les élections régionales sur l'éolien territorial. Ça, c'est quelque chose qui vient nuancer un peu la montée des énergies renouvelables en France. Voilà, donc il y a eu cette fuite du GIEC, il y a aujourd'hui des initiatives d'entreprise, mais je reviendrai, il y a un vrai décalage entre les initiatives d'entreprise qui semblent plus attentistes et les initiatives internationales des régulateurs. C'est un peu le message que traduit notre amie Alexandra Palk, directrice développement durable de L'Oréal, dans son excellent petit livre Corporate Activism, où elle dit il faut s'engager sérieusement, et les entreprises ne sont pas là pour suivre, mais elles sont là pour prendre des initiatives. Donc, en introduction de cette actualité, si la croissance redémarre sous le contrôle
sous l'impulsion même forte des banques centrales et des gouvernements aujourd'hui qui filtrent dans la direction durable l'effort d'investissement et d'accompagnement, on peut noter quand même les messages qui sont envoyés par la communauté économique. Alors, un très long papier extrêmement important, un des mieux formalisés depuis longtemps, celui de Pascal Canfin, qui explique la mondialisation nouvelle qu'il essaye d'impulser au Parlement européen à travers tous les textes en cours, évidemment, ce rapport Blanchard-Tirole remis au président de la République, mais avec des économistes très variés, qui conforte un peu le discours qu'on trouve dans le livre très important, je trouve, que je vous signale et que je vous conseille d'amener sur les plages. Oui, il n'est pas drôle, mais il est très lourd. C'est celui de Jean-Hervé Lorenzi, d'Alain Villemeur, sur ce qu'il appelle la grande rupture. Et là, on a clairement, moi qui connais bien ces économistes et parle avec eux depuis des années, là, l'aveu que, j'appelle ça une conversion. Oui, il faut une économie inclusive, oui, il faut une économie qui soit totalement décarbonée, oui, il faut changer le rapport aujourd'hui à la croissance, penser autrement. Alors qu'on était habitué à avoir un discours économique qui était sur les axes monétaires, sur les politiques aujourd'hui anti-inflationnistes, sur l'encouragement à l'innovation par-dessus tout, etc. On a là une problématique de société qui a pris le pas dans les raisonnements des économistes. C'est un tournant très significatif et qui va peser lourd probablement. Alors, il y a deux points sur lesquels je vais insister rapidement. Les conséquences des annonces du G7 aujourd'hui, qui montrent que pas simplement quelques États, mais la communauté internationale aujourd'hui veut rendre durable la nouvelle économie. Et puis, une certaine américanisation quand même du jeu qui pose question. Alors, je ne reviens pas sur le communiqué, je le conseille à tout le monde de le regarder de très près, le communiqué du G7 de Londres Finance, avant la réunion des chefs d'État, mais il annonce aujourd'hui des changements qu'elle ne croyait pas aussi vite et aussi clairement, alors que beaucoup y travaillaient à l'OCDE, ici et là. C'est la taxation, évidemment, obligatoire de toutes les entreprises à ce niveau de 15%. C'est la question du reporting obligatoire sur le climat pour toutes les entreprises via la généralisation de la TCFD. Et c'est aujourd'hui l'annonce aussi de la TNFD, donc sur la question de la biodiversité. Et c'est vraiment la question de finalement des taxations carbone des marchés carbone qui doivent se généraliser. Donc, on a un consensus international aujourd'hui qui est pris en main, sous réserve qu'il soit confirmé, à travers des décisions qu'on espérait mais auxquelles on ne croyait plus tellement, avec cette métrique extra-financière, puisque le communiqué fait une allusion au fait que l'IFRS doit prendre en main ceci, ce qui est un peu un sujet compliqué. Et donc, on est parti aujourd'hui dans un cadre qui était un des cadres très éclatés, c'était la pagaille dans ce domaine. Et il semble que tant à travers les chantiers européens que vous connaissez, qu'à travers cette prise en main, alors G7 et peut-être G20 demain, on avancera. Alors, rappelle pas la liste de tous ces chantiers de la finance durable, en passant par ces questions de reporting et le texte sur la chaîne de valeur à Bruxelles qui est tout à fait majeur. Mais on a aussi des inquiétudes. Il y a eu des signaux un peu préoccupants, notamment sous l'impulsion de la France. Il semble que dans le nouveau texte CSRD, la fiscalité pays par pays est reculée, puisqu'on a dit que c'était simplement zone euro plus les paradis fiscaux CDE. Et là, on voit qu'il y a des freins. Il y a des freins sur le texte aujourd'hui, chaîne de valeur, sur le devoir de vigilance internationaux. Donc, et évidemment sur le texte gouvernance durable. Donc, les tiraillements venant notamment, je n'emploierai pas moi la sémantique lobby, etc., mais venant des acteurs, nous font penser que tout ceci est loin d'être acquis. En tout état de cause, le contexte a basculé. Et je ne sais pas si juin 2021 sera marqué d'une pierre blanche et restera
en ce sens, mais en tout cas, on peut le dire d'une certaine manière. Alors, le président de la République a fait du reste des interventions et je cite notamment au Common Good Summit son texte qui est assez impressionnant d'annonce un peu de cette vision. Donc, c'est important puisque c'est rentré au plus haut niveau des actions publiques, mais on voit bien que le temps de la RSE volontaire, chacun faisait ce qu'il pouvait, les bonnes pratiques, et puis je gardais le même système, mais je le verdissais. Non, non, il est vraiment totalement derrière nous. Il va y avoir vraiment une construction normative, elle sera ce qu'elle sera, mais qui nous fait passer dans où les entreprises ont des modèles durables, où elles seront suiveuses, elles subiront. Nous avons du reste publié, pour ceux qui s'intéressent, une note d'étude sur qu'est-ce que c'est que la mesure de la durabilité d'une entreprise qui s'inscrit dans cette rupture très, très fondamentale. Voilà. Alors, premier point pour aller assez vite dans le rappel des événements, vraiment le champ de manœuvre, il est public aujourd'hui, et moi j'ai le sentiment, c'est un peu personnel, on peut le discuter, que la communauté des entreprises est assez passive encore derrière, on ne la voit pas très mobilisée. Je notais à droite un schéma que la société Impact Public est très intéressant, où elle a fait un état des 20 sociétés les plus impactantes pour le monde, avec des mesures et des chiffres. Bon, j'ai pas vu sur toutes les déclarations qui sont arrivées, les événements annoncés de la part de ces acteurs aujourd'hui une main tendue en disant on va aider. J'évoquais donc les dossiers sur la transparence fiscale. On a constaté avec sur l'affaire du Dieselgate que en Europe, c'était pas que Volkswagen qui était fautif. Donc là, on a quand même une situation, c'est tout le secteur automobile qui quand même pris un peu dans un double langage. Hein. On sait que le secteur pharmaceutique là travaille beaucoup la machine ce qu'on appelle les patent pools, c'est-à-dire les fabrication de brevets pour l'ensemble de la population via l'OMS est en train de se mettre en place et on va rentrer dans une approche nouvelle. Bon, on voit aussi que les GAFAM cherchent à échapper un peu, avec l'aide de l'Irlande, à ce qui les menace en fiscalité. Le sommet annuel du PCN à l'OCDE n'a rien donné comme chaque année, mais il y a eu un petit signal d'OCDE Watch qui dit qu'il faudrait quand même remettre tout ça sur la table. Ça, c'est intéressant, mais ça vient de la société civile, je le rappelle. Et au sommet des leaders du Global Compact, rien de nouveau. Donc, il y a un écart très fort entre vraiment une prise en charge par les acteurs publics et une réactivité des acteurs privés, je le trouve aujourd'hui, qui pose question. Pour autant, il y a des choses qui se font. Dans le monde aéronautique, des initiatives très significatives pour changer la donne technologique. Une entreprise comme Edenred qui a fait vraiment une émission de Green Bond intéressante sur les critères RSE. Un acteur du textile français international important qui dit maintenant je peux dire que 40% de mon offre répondent à des garanties écologiques. Les assises du cuir, c'est un secteur et on sait à quel point les secteurs sont les bons leviers, qui a fait ce travail sur la durabilité du secteur. EPE qui s'occupe aussi d'aller entraîner les entreprises sur la question du rapport aux océans, c'est bien. Le Varenne de l'eau qui est important puisque l'agriculture évidemment doit changer son rapport à l'eau et il y a eu des annonces et des prises de position importantes. Le baromètre des entreprises à mission, ça monte, ça se met en place, ça c'est une vraie dynamique. Bon. Donc on a à la fois dans les discours commerciaux, vous le voyez dans les publicités qui sortent, une durabilité qui fait partie du discours. Dans la publicité de Total, aujourd'hui, il n'y a pas de RSE, pas de responsibility, c'est sustainability, sustainability, sustainability qui est le jeu. Donc là, on est bien, c'est bien pris en compte. De même, les produits financiers aujourd'hui sont promus de manière grande publique. Je trouve ça intéressant, ça va dans le bon sens. Je rappelais le message de la directrice développement durable de L'Oréal en disant nous devons être, nous, entreprises, des activistes et pas des suiveurs. Ce qui s'est fait dans le champ du lait, c'est intéressant ce secteur. On est passé d'une crise et d'une prise de conscience de la rémunération dans l'intérêt des producteurs à une vision durable de la filière. Tout ça, ce sont des signaux extrêmement positifs. Et donc, pour aller vers la conclusion, si on essaie un peu de se projeter sur toutes ces annonces
d'importance différente, mais quand même très lourde. On voit bien que les USA prennent la main sur la régulation qui va concerner les entreprises et on a en arrière-plan l'arrivée de la négociation sur la réforme de l'OMC. Une Europe qui devra hisser un peu plus son niveau d'implication clairement pour pas subir cette pression américaine. Et ça sera sur le texte vigilance. Je crois que M. Thierry Breton, pas simplement le commissaire Renders, va s'en occuper. Donc là, ce qui va être décidé dans le champ d'application sera très significatif, où on fait un texte formel, où on fait un texte qui fait bouger les lignes. Bon, on attend quand même que les entreprises, au niveau de leurs organisations, se manifestent un peu dessus. Moi, j'ai tendance à dire, attention, il faut non seulement que les entreprises se mobilisent, il faut non seulement appuyer les initiatives publiques, mais prendre en compte que l'opinion qui regarde ça, lui, il est le vrai juge de paix. Et dans les échéances électorales qui sont en France, ailleurs et autres, pour l'instant, il y a toujours une très grande demande de régulation de la mondialisation. Et si on ne le fait pas, et si on ne saisit pas cette évolution, encore une fois que les milieux économistes sont en train de saisir eux, eh bien attention, c'est un rapport à la démocratie qui est fragilisé et on envoie des signaux ici. Donc l'entreprise, elle est concernée par ceci. Alors, dans un cycle de formation que nous faisons avec l'IRIS, on va le traiter. Je renvoie à la prochaine conférence qu'on fera le 1er juillet en vidéo sur quel modèle les entreprises européennes veulent. Ça, c'est vraiment une réflexion à laquelle je vous convie. Et je vais maintenant inviter à réagir et à donner son avis du point de vue de l'acteur public qu'il est et du point de vue de la vision d'ensemble qu'il incarne à Monsieur Thomas Le Sueur, que je remercie de nous rejoindre pour parler de ceci. Il est le commissaire général de développement durable, il a la vision d'ensemble, il sait un peu quelle est l'orientation des pouvoirs publics en la matière. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment, pour commencer, Monsieur Le Sueur, que les entreprises sont un peu prises de court par la masse des initiatives internationales et nationales pour durabiliser nos économies dans la sortie du Covid? Et comment voyez-vous vous-même les questions qui se posent et les débats en cours que nous aurons à traiter à la rentrée tous ensemble, les uns les autres, pour rendre ce monde durable, puisque le rapport du GIEC tire la sonnette de façon, semble-t-il, extrêmement alarmiste aujourd'hui. Merci à vous et je me permets de vous passer la main maintenant, avant que à 40-45, nos participants puissent vous questionner et puissent dialoguer avec nous sur cette actualité. Merci. Merci beaucoup, cher Patrick Dumière. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir devant vous. Alors, c'est toujours délicat. On s'adresse à des gens qui s'intéressent forcément, sinon vous ne seriez pas là au sujet. Et donc, vous avez un niveau de connaissance qui est élevé. Et en même temps, il peut y avoir d'autres interlocuteurs, d'autres personnes qui regardent. Et il faut parfois définir les termes. Donc, je vais peut-être commencer par rappeler quelques éléments du débat actuel qui me semble un petit peu régénéré par la pandémie, mais vous l'avez dit à travers cette synthèse vigoureuse et riche du dernier mois, mais qui est illustrative du bouillonnement, du foisonnement d'initiatives et d'exigences qui se développent dans le domaine du développement durable et des enjeux économiques, sociaux et politiques autour de cette thématique, enfin, qui est plus qu'une thématique, qui est un axe stratégique. Il y a encore quelques mois, la question même du développement durable pouvait être perçue comme un petit peu en voie de ringardisation. Il y avait un débat assez soutenu et qu'on a entendu encore tout récemment lors de l'examen du projet de loi climat et résilience sur faut-il transformer, modifier les termes développement durable et leur substituer les termes transition écologique. Alors, je suis commissaire général au développement durable, délégué interministériel au développement durable, mais je suis dans le ministère de la transition écologique. Alors, je vois quelqu'un qui dit qu'on entend mal, alors j'essaye de… Je vais peut-être se rapprocher peut-être du micro. Oui, je vais essayer de vérifier. Antoine,
De mon côté, la qualité est bonne. Effectivement, rester près du micro est une bonne idée. Bon, voilà, n'hésitez pas à le signaler parce que le confort d'écoute est important. Donc, le débat était, faut-il remplacer les termes développement durable par transition écologique? L'Assemblée nationale n'a pas voté en ce sens et au contraire, même a donné le sentiment, et je crois que je le partage, hein, que le contexte de la pandémie a plutôt régénéré l'enjeu du développement durable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant plusieurs années, ce concept de développement durable a été tiré, et il est encore tiré par, disons, le vert, pour aller à l'essentiel. Et le vert est certainement le pilier du développement durable qui est le plus transformant. Il est celui qui est le dernier arrivé. Les enjeux sociaux et les enjeux économiques, ça fait longtemps que dans les politiques publiques, par la force du jeu démocratique, ils ont été intégrés, plus ou moins bien, c'est toujours source de débat, mais ils sont, j'allais dire, dans les états d'esprit des différents acteurs publics. Le développement durable intègre aussi les enjeux de transition écologique, et ceux-là sont arrivés plus récemment, et puis ce sont des externalités, donc tout l'enjeu est bien sûr de les internaliser par différents mécanismes, et j'y reviendrai. Pour autant, même si le vert est le dernier arrivé dans la course, si j'ose dire, il ne me semble pas pouvoir et devoir devenir dominant ou exclusif. Le vert, sans le pilier économique et sans le pilier social, le moteur cale, ça ne fonctionne pas. On arrive vite à des blocages. Donc, pour moi, aujourd'hui, le développement durable est tiré par l'énergie, par la force transformatrice des enjeux climatiques, des enjeux de préservation de la biodiversité, mais il doit entraîner avec lui tous les enjeux économiques et sociaux dans une transformation globale. Et de ce point de vue-là, la pandémie a remis en lumière ce caractère global de la transformation à opérer. Parce qu'au fond, elle a bien montré les enjeux du développement durable. Elle a bien montré à quel point tout était lié, les enjeux environnementaux, écologiques au sens propre. Je ne préjuge pas de l'origine précise de la pandémie, mais il n'empêche que la forte population mondiale, la pression sur les écosystèmes, la proximité des individus, la globalisation, la force des transports font que cette pandémie est devenue instantanément, en quelques semaines, un sujet économique et social global, voilà, pour la planète entière. Je ne sais pas si vous le savez, mais la grippe dite espagnole avait commencé plus de 2 ans auparavant aux États-Unis. Hein, ça a mis 2 ans à arriver en Europe. Et là, on a une pandémie qui commence en Chine et qui, en 3 mois, est mondiale. C'est bien ça l'enjeu du développement durable, c'est de comprendre que tout est lié. Mais la pandémie nous montre aussi que l'innovation est la clé et le point de sortie. J'y reviendrai en distinguant plusieurs innovations, mais sans l'innovation, nous ne sortons pas de la pandémie. Et puis, surtout, il y a ce lien extraordinaire entre les enjeux individuels et les enjeux mondiaux. Ce lien direct entre ma situation et ces problématiques mondiales, entre mon action et l'issue de cette problématique mondiale, y compris d'ailleurs au titre de la gestion des inégalités. Si aujourd'hui la question de mettre les vaccins au titre du bien commun à l'accès de tous, ce n'est pas uniquement par philanthropie, c'est aussi parce que nous voyons bien que le risque d'un variant qui se développerait nous menace tous et ce variant peut arriver n'importe où. Et donc, s'il n'y a pas une immunité globale, collective globale, mondiale, eh bien, nous serons toujours sous la menace d'une reprise de la pandémie. Voilà des illustrations très concrètes de ce qu'est le développement durable et de la nécessité d'avancer. Donc, pour moi, ce développement durable, il est régénéré et le terme n'est pas du tout ringard. Mais comment le mettre en œuvre? Le sujet n'est pas nouveau, mais ce contexte est un petit peu renouvelé. Alors, quels sont les leviers? C'est un petit point peut-être de méthode, mais quels sont les leviers d'action dont disposent les pouvoirs publics? J'ai coutume de dire qu'en fait, ces leviers d'action sont beaucoup plus limités qu'on ne l'imagine et que c'est un petit peu chercher à faire de la chirurgie avec des gants de boxe, parce que ce n'est pas très précis. En fait, fondamentalement, il y a 3 leviers de régulation publique. Il y en a un, c'est de délivrer, c'est de donner des subventions, de financer.
avec bien entendu un coût élevé pour les finances publiques et des limites que chacun connaît. Et un deuxième levier qui est la fiscalité, en positif ou en négatif. Je mets un avantage fiscal ou je taxe. Et puis, il y a bien entendu, la norme, qui n'est jamais qu'une forme d'impôt déguisé, mais en tout cas un renchérissement des coûts pour les acteurs. Et en fait, fondamentalement, c'est ça l'action publique. Plus le discours, plus voilà, l'animation et cette énergie et cette force de conviction que chacun peut entendre, mais qui n'est qu'un soft power. 3 leviers d'action et peut-être 3 temporalités. Je vous donne cette matrice parce qu'elle est utile ensuite pour voir comment on peut essayer d'avancer. 3 temporalités. Dans l'innovation, dans la transformation, il y a toujours des pionniers. Vous en connaissez plein. Les pionniers, ce qu'ils nous disent, c'est j'ai besoin du levier de la subvention. J'ai besoin qu'on m'aide parce que le modèle économique n'est pas là. J'explore une nouvelle voie et donc il faut m'aider à survivre. Quand les pionniers ont réussi à progresser, il y a une phase de généralisation, d'extension, de basculement. C'est un petit peu la règle des 80-20, vous savez, il y a un moment où ça bascule, où ça accélère. Et là, la subvention n'est plus adaptée. On est plutôt à l'instrument de la fiscalité et parfois d'annoncer une norme, mais avec un horizon de temps. Concrètement, je mets une incitation fiscale pour faire en sorte que l'entreprise aille dans la direction indiquée et éventuellement, je vois qu'il y a des interrogations sur les slides. Il n'y a pas de slide, que tout le monde se rassure. Le système n'est pas figé. Je parle, mais je n'ai pas présenté, je n'ai pas préparé de support pour cette intervention. Donc, je suis au deuxième point sur les leviers de régulation et les temporalités d'action. Et j'indique les 3 temporalités d'action de l'action publique. Vous avez des pionniers, ils ont besoin de subventions. Vous avez un temps d'extension et de généralisation, vous avez besoin de leviers fiscaux pour stimuler et accompagner, éventuellement d'annoncer une norme avec un horizon de temps éloigné pour que chacun se dise de toute façon il va falloir y aller parce que la norme va intervenir. Et puis, il y a un moment où le marché est suffisamment mûr, la transformation a suffisamment abouti, généralisé dans les acteurs économiques. Et là, idéalement, il faut plutôt lutter contre les formes de dumping, concurrence déloyale, et mettre une norme pour aligner tous les acteurs sur un standard minimal et faire en sorte que l'innovation soit la généralité et qu'il n'y ait plus de passagers clandestins. Ça, c'est totalement théorique ce que je vous raconte. La réalité de l'organisation du pouvoir, de la création de normes, de gestion des finances publiques fait que ce schéma peut-être séduisant, j'espère séduisant intellectuellement, ne fonctionne pas. Parce que quand on a commencé à mettre des subventions, c'est très difficile de les enlever parce qu'on crie à la régression, parce que quand vous avez une évolution, une maturation qui se fait, eh bien, vous en avez toujours pour dire qu'il faudrait déjà passer à la norme et qu'il ne faut certainement pas être progressif, il faut tout de suite aller dans l'absolu et laisser des gens derrière et les forcer à accélérer leur investissement. Bref, tout ça est sujet à controverse, à débat, et on n'a pas cette fluidité. Mais c'est quand même comme ça qu'on peut penser l'action publique. Mais en face de cette action publique, il y a des acteurs, il y a des entreprises. Et les entreprises elles-mêmes sont très diverses. Parce qu'on les globalise beaucoup dans les réglementations. Bon, on fait une distinction entre les grandes et les petites à travers les seuils, mais on fait peu de distinction à travers des éléments plus caractéristiques de leur personnalité, plus caractéristiques de ce qu'elles sont dans leur fonctionnement et notamment dans leur gouvernance. Je distingue pour ma part, et c'est souvent eux les pionniers, les pure players, les acteurs qui ont créé leur entreprise nativement durable, avec un projet entrepreneurial qui est un projet des jeunes générations, beaucoup, hein, et qui intègre parfaitement ces enjeux de durabilité dans leur fonctionnement, dans leur projet, dans leur développement. Ce sont eux, souvent, les pionniers. Souvent, on les trouve aussi avec des formes statutaires spécifiques. Et ça, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Les formes statutaires spécifiques, vous les connaissez, les entreprises à mission, les entreprises ESUS, les entreprises plus généralement
du secteur de l'ESS qui ont déjà une gouvernance particulière. Il y a également, et je pense important de les signaler parce que c'est un acteur, c'est un type de situation qui n'est pas suffisamment pris en compte dans les politiques publiques. Vous avez l'entreprise familiale, l'entreprise dont le patron a son capital et qui, voilà, c'est sa vie, son entreprise, c'est sa vie. Eh bien, ces patrons-là, souvent, aujourd'hui, poussés par leurs clients, poussés par leurs salariés, poussés par leurs enfants, nous disent « Que faites-vous pour nous accompagner ?» Parce que nous sentons bien qu'il faut changer, qu'il faut intégrer le développement durable, mais comment le faire? Et surtout, comment ne pas se faire laminer par la concurrence? Parce que nous sommes dans des cycles d'achat où nos clients nous disent « Moi, ce qui compte, c'est le prix et toutes vos histoires ne m'intéressent pas. » Et donc, ces entreprises qui sont familiales, qui veulent avancer, qui veulent intégrer la stratégie, une stratégie beaucoup plus durable, sont au fond un petit peu entravées et limitées par les mécanismes économiques, malgré toutes les régulations qui existent et dont certaines viennent d'être rappelées. Et puis, je vais y revenir dans un instant. Donc, vous voyez, selon les différents types d'entreprises, on n'a pas la même situation, on n'a pas le même état d'esprit. Et puis, il y a bien entendu les entreprises qui sont régies par le capitalisme financier le plus traditionnel. Ce sont plutôt des grandes entreprises, plus grandes en tout cas que celles que j'ai citées jusqu'à présent. Et là, pour ces entreprises-là, le bon mécanisme de régulation, c'est plutôt les mécanismes normatifs. Donc, j'essaie de vous décrire une typologie dans laquelle, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que l'action publique vis-à-vis des entreprises pour permettre de développer ces enjeux durables. Eh bien, cette matrice, elle vous dit, il y a des instruments qui sont limités et qui mériteraient d'évoluer selon l'état de maturation des marchés, et puis des acteurs, des entreprises qui ne sont pas toutes dans la même structure et dans la même situation, et du coup pas dans le même état d'esprit, et les leviers sont aussi différents selon ces différents types d'entreprises. Les premiers que j'ai cités, pure player et formes très spécifiques, ce sont plutôt des pionniers et ils ont besoin de subventions. Ceux qui sont dans le capitalisme, disons, plus familial et plus personnel, eh bien, eux souhaitent qu'on les accompagne en les protégeant contre des concurrences rudes d'acteurs qui ne tiennent pas compte des enjeux durables. Et puis, les entreprises, disons, plus financières, plus poussées par la logique pure de rentabilité, eh bien, elles, c'est naturellement la norme qui doit être le levier le plus utilisé. Donc, vous voyez qu'un tel panorama est très difficile à manœuvrer puisque nous sommes dans un univers du droit, un univers de concurrence, de préservation de cette concurrence, ce qui est très légitime, mais en fait, ça crée comme des obstacles à chaque fois qu'on essaye d'agir. Et la conséquence de tout ça, la conséquence de cette complexité, c'est ce que j'appelle l'overdose normative. Nous ne faisons plus des lois qui sont des principes, nous faisons des lois qui sont extrêmement détaillées, extrêmement précises, extrêmement complexes et qui, malgré tout, manquent finalement en partie leur cible parce que c'est difficile déjà, même pour les acteurs de bonne volonté, de savoir où ils en sont et ce qu'il faut appliquer comme règle. Je vous en donne une illustration, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Le projet de loi climat et résilience est aujourd'hui examiné au Sénat, c'est en cours là au moment où je vous parle, et nous sommes à plus de 300 articles. Plus de 300 articles de loi. On verra quand on en imprimera une version, je ne sais pas combien de dizaines de pages de lois supplémentaires sont en train d'être émises, mais c'est absolument fascinant, cette tendance à cette overdose normative. Quelques thèmes. Ouais. J'entends quelques bruits parasites. Oui, Antoine, si on peut essayer de nettoyer la ligne, merci. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Quelques thèmes, certains ont été évoqués par Patrick, sur lesquels ces derniers mois ou années, et à nouveau d'ailleurs en partie dans le projet de loi climat et résilience, on légifère. On légifère pour faire avancer, bien entendu, les entreprises, mais à force de lois et de normes,
on finit par perdre tout le monde. C'est ça ma crainte. Le devoir de vigilance, pour lequel la France a pris une loi il y a quelques années, qu'elle souhaite renforcer, en tout cas c'est en débat dans le projet de loi climat et résilience, et alors qu'il y a une action, ça vient d'être évoqué, au niveau européen. Le rapportage extra-financier, il y a eu des initiatives françaises, il y a eu des règles européennes. À chaque fois, on a voulu aller plus loin, ce qui est utile parce que parfois, ça vient éclairer et stimuler le débat européen. Aujourd'hui, on en est à la phase de discussion de la directive CSRD, qui est très bien, hein, comme ne vous méprenez pas, hein, je trouve que tout ça est très positif et va vraiment dans le bon sens, mais je trouve ça difficile à suivre, même quand on est plongé au cœur du sujet. Donc, je m'inquiète du patron de PME et même d'entreprises plus importantes. Comment fait-il pour s'y repérer? Devoir de vigilance, CSRD, taxonomie verte. La taxonomie verte, bien sûr, elle est pour les acteurs financiers, mais elle est très structurante. Je la soutiens entièrement, hein, ne vous méprenez pas, mais elle va avoir un effet induit sur les choix d'investissement des acteurs financiers qui fait que toutes les entreprises doivent prendre conscience de l'arrivée de cette taxonomie. Parce que très vite, dans le dialogue de financement, des demandes leur seront adressées. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette connaissance est suffisamment claire de tous les acteurs et anticipée? On a eu beaucoup de débats sur l'éco-conditionnalité des aides publiques. Ça a été limité plutôt au portefeuille de l'Agence des participations de l'État. Mais tout de même, le débat était vif, était important et bien compréhensible dans cette sortie de cette gestion de crise et dans ce financement, dans ce soutien à l'économie. Ne faut-il pas conditionner ces aides à la durabilité et à l'engagement vers la transformation? C'est tout à fait séduisant intellectuellement, tout à fait pertinent pour porter des politiques publiques, mais très difficile à mettre en œuvre. Et puis, bon, il faut bien reconnaître que les entreprises avaient une urgence immédiate qui était quand même de survie. Je passe sur les réglementations en matière de bilan de gaz à effet de serre, qui, là aussi, c'est une bonne illustration. Ces bilans sont obligatoires depuis des années. Le nombre d'entreprises et d'ailleurs d'acteurs publics concernés a été étendu et en fait, beaucoup ne sont pas réalisés. Donc, c'est bien d'écrire des lois et de fixer des normes, c'est bien, ça peut être utile, mais encore faut-il que les choses soient mises en œuvre. Et tout récemment, et j'en suis très fier parce que c'est une action que le commissariat général a beaucoup portée, dans la loi anti-gaspillage, on a développé un indice de réparabilité qui va ensuite aller vers un indice de durabilité, pardonnez-moi, à partir de 2024. Ça fonctionne très bien, c'est très transformant, mais c'est énormément d'énergie à la fois des administrations pour fixer le cadre, en partenariat bien entendu avec les acteurs, hein, ça ne se fait pas tout seul, mais aussi une énorme dépense d'énergie des entreprises pour s'adapter. Alors ça fonctionne et on en est vraiment très heureux et on va vers un affichage environnemental qui va se massifier dans le cadre des orientations de la loi climat, puisque c'est l'objet de l'article 1er. Et ça va donner beaucoup de visibilité à ces enjeux de durabilité, ça va faire le lien avec le consommateur, donc c'est extrêmement positif. Mais ça demande vraiment pour les entreprises qu'elles s'approprient au-delà de la norme, et j'allais dire presque indépendamment de la norme, cet enjeu. Et peut-être je vais terminer par là, par quelques enjeux clés, pour laisser le temps, hein, bien sûr, au débat et aux discussions. Quelques enjeux clés. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en sont encore, c'est déjà bien, mais c'est insuffisant, en sont encore à avoir une stratégie de développement durable, alors qu'il s'agit de faire du développement durable la stratégie de l'entreprise. Et c'est plus qu'une nuance. C'est plus qu'une nuance. Je vois encore beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils me voient arriver, ils me disent « Ah, mais vous savez, on fait des choses en matière de développement durable. » Mais c'est bien de faire des choses, mais si on inverse et qu'on dit que c'est le développement durable qui est la stratégie, et il n'y en a pas une autre, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, et qu'on met cette stratégie au cœur de l'entreprise, eh bien ça change tout.
Et là, ce pas, il reste à franchir. Et c'est vrai, je partage ce que Patrick Dubière a dit, il est temps que les entreprises, non pas appliquent des normes, mais prennent le sujet comme un élément de leadership et de conquête de marché. Mais pour ça, il faut aussi qu'on explique bien davantage. J'ai illustré rapidement toutes ces normes qui existent et qui donnent le tournis, qui font que même des spécialistes sont un petit peu noyés. Alors, qu'en est-il de ceux qui sont concentrés sur leur business? Donc, il faut expliquer les enjeux, et notamment les enjeux climatiques et les choix qu'ils imposent dans leur rationalité. Car tout ça est extrêmement rationnel. Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de l'idéologie. Malheureusement, dans la manière dont c'est présenté, dont c'est entendu dans le débat public, ça peut parfois être entendu comme cela. Et je comprends ceux qui sont rétifs de ce point de vue, en se disant on cherche à m'imposer l'écologie punitive et ce genre de choses. Bien sûr, quand c'est perçu comme ça, c'est normal que ça réagisse. Mais tout de même, il y a une rationalité, il y a des informations à partager. Et j'en arrive d'ailleurs à un troisième enjeu qui me paraît essentiel, c'est de travailler sur les données. Les données sont un bien commun. En matière de transition écologique, en matière de développement durable, nous avons un besoin absolu que les données, y compris des données d'entreprise, soient partagées pour permettre de nourrir cet intérêt général et ce bien commun. On ne peut pas, par exemple pour l'information environnementale, pour l'information des consommateurs, on ne peut pas avoir un affichage environnemental qui n'intègre pas tout un tas de données que toute la chaîne de création de valeur doit fournir jusqu'à l'utilisateur final. Et donc, il faut partager de la donnée. Je termine très rapidement en disant simplement sur l'innovation, que toutes les innovations doivent être promues, et ce n'est pas que l'innovation technologique, c'est surtout des innovations un petit peu duales, à la fois sociales et technologiques. Et puis, en facteur commun, nous n'avons pas encore réussi, même si des pensées ont été exprimées là-dessus, à redéfinir la richesse. Tant qu'on sera encore sur cette richesse définie comme la croissance du PIB et ce genre de choses, nous n'arriverons pas à sortir de ce débat qui oppose économie et écologie. Et alors que l'on voit bien dans les entreprises qui sont beaucoup plus avancées dans ces stratégies de développement durable, que la richesse est beaucoup plus large et s'exprime à travers d'autres indicateurs qui sont absolument nécessaires pour le bien-être et la qualité de vie de chacun, et finalement pour la paix sociale et la concorde civile. Donc redéfinir la richesse, ça me paraît être également un enjeu clé sur lequel eh bien, peut-être nous allons pouvoir échanger. Voilà. Merci mille fois de ces éclairages avec beaucoup de franchise. Vous avez posé les difficultés qui, j'imagine, sont les vôtres dans ce dosage, cette régulation, cette façon d'arbitrer entre les différents outils, les leviers de l'action publique que vous rappelez, et leur applicabilité et leur appropriation par les acteurs. Ça ne se fera pas en un jour, on le sait tous. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté de part et d'autre. Mais le problème est parfaitement posé et merci de l'avoir fait. Donc, je pense quand même qu'on est dans un pays où ça collabore pas mal, où on avance, il y a des choses qui se font, même s'il y a des gens à la traîne qui freinent, même s'il y a des gens en avant qui tirent les choses, et l'État au milieu qui est en dépositaire de la cohérence et de l'efficacité. Donc, ça se fait. La tendance est quand même à un mouvement. Il est critiqué, critiquable, etc. Mais enfin, le mouvement est en œuvre, et je pense que nos entreprises sont plus durables qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans et font du chemin, même s'il faut remettre ça dans le plan international. Moi, je m'étonne, c'est la première question avant que Antoine ou Arnaud, s'il est là, prennent le relais des questions posées et qu'on réponde au chat tel que vous. Je vous remercie d'avoir questionné Monsieur Le Sueur. Pourquoi il n'y a pas un quatrième outil qui est pour moi tellement important, que je expérimenté aussi, qui est celui du contrat. C'est-à-dire, on fait ceci, on fait cela ensemble, il peut y avoir de l'appui. Voilà. C'est permettre le contrat d'accompagnement qui ajuste et qui est quand même quelque chose qui est plus cousu humain quoi, que simplement la norme. Qu'en pensez-vous? Ah, merci, je partage ce point de vue, et d'ailleurs dans la loi climat et résilience, je vous invite à aller lire l'article 78 qui prévoit de discuter entre les parties prenantes, le gouvernement, les collectivités locales, des feuilles de route par secteur d'activité, parce que
la logique de concurrence fait que certains acteurs se disent moi, je ne me lancerai pas parce que sinon, je vais perdre en compétitivité par rapport aux voisins. Mais si c'est toute la filière qui se met en branle de façon collective et en se disant c'est un atout pour la filière en France vis-à-vis de l'international, eh bien, et là, ce sera une logique certainement contractuelle, disons, d'engagement volontaire. Donc, c'est un des axes de travail dans le cadre de la loi climat et personnellement, je pense que c'est un axe à privilégier. Et vous y viendrez avec des appuis publics éventuellement. Vous mettrez des moyens derrière. Exactement, mais dans la négociation avec des acteurs et non pas en one-to-one, si j'ose dire. Ça. Merci beaucoup. Antoine ou Arnaud, est-ce que vous voulez prendre le relais des questions pour poser à Monsieur Le Sueur ou moi-même, enfin, à Monsieur Le Sueur surtout les questions qui se posent. Oui, je vous laisse. Alors, vous voulez rappeler devant tout le monde, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Une première question qui va concerner peut-être la nature et le caractère différencié des entreprises entre les très petites entreprises et les grands groupes. Je croise ici la question qui a été partagée par Antoine et puis un point qui a été soulevé par un autre participant, Vincent, où l'un et l'autre semblaient nous dire on part du principe que les entreprises ont un niveau de maturité similaire, les mêmes ressources, etc. Or, on se rend compte qu'il peut y avoir des situations différenciées. Et Antoine soulignait le fait que si on parle d'ISR, d'ESG, de taxonomie, tout est basé sur le business existant, mais que l'on devrait intégrer dans ce challenge planétaire, c'est l'expression qu'il utilisait, les jeunes entreprises innovantes ou encore les startups qui étaient pourvoyeuses de solutions. Qu'en est-il effectivement vis-à-vis des startups, des jeunes entreprises innovantes ou bien des toutes petites entreprises en termes d'accompagnement? Merci beaucoup. Il y a des dispositifs qui tentent d'être ciblés, mais très vite, on est entravé par les limites du droit de la concurrence et des règles européennes en termes d'aide, de soutien, d'égalité de traitement. Et je partage l'idée que si on faisait table rase de tout cela, on aurait certainement des politiques beaucoup plus différenciées et tenant compte de la maturité de chacun. Mais vraiment, le cadre juridique ne nous permet pas cette subjectivité. On peut le regretter et s'il y avait moyen de changer ça, peut-être il faudrait s'y engager. Mais là, on est vraiment dans la structure même du droit et du droit communautaire. Donc voilà, c'est ça qui nous limite. On essaye tout de même de le faire à travers notamment des aides ciblées. C'est pour ça que j'évoquais ma typologie d'entreprise, parce que c'est quand même très différent selon le degré de maturité. Mais cette différenciation a très vite ses limites, malheureusement. Il y avait une question sur l'encouragement à l'économie circulaire. C'est central, c'est vraiment fondamental. Là-dessus, vous voyez comment les choses? Est-ce que ça se prend bien en main? Bon, l'ADEME, il consacre vraiment toute son énergie. Il y a un travail d'entraînement qui est fait, mais ça va assez vite selon vous. Ça bouge comment de votre point de vue? Jamais assez vite, hein. Jamais assez vite, ça je pense qu'on le partage. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est que d'abord le concept, c'est bien répandu. La crise est assez favorable à la notion d'économie circulaire parce qu'elle est quand même aussi assez largement locale et résiliente, cette économie circulaire. Et les difficultés d'approvisionnement qu'on connaît et qui sont très fortes aujourd'hui voilà, montre bien que la richesse du réemploi, de la réutilisation, du recyclage est considérable. Donc là, on a des facteurs d'accélération et puis on a eu un cadre législatif favorable qui se développe, notamment là, avec les nouvelles filières REP pour les spécialistes qui accompagnent. Mais je crois que ça va bien au-delà des filières d'économie circulaire. La circularité de l'économie va progresser, notamment, j'évoquais tout à l'heure l'indice de réparabilité, et tout ce qui est de l'affichage environnemental va contribuer à rendre l'économie beaucoup plus circulaire, ne serait-ce que parce que quand vous affichez l'impact carbone des produits, eh bien leur provenance, le fait d'avoir une extraction de matières vierges plutôt que de recyclage ou de réemploi, modifie très fortement le bilan carbone, et donc l'afficher sera un levier puissant de développement de l'économie circulaire. Mais pour réussir à faire ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'y insiste, il faut qu'il y ait du partage de données
et qu'on apprenne à structurer de façon industrielle l'information sur le contenu carbone, et pas seulement carbone, hein, c'est toute l'empreinte environnementale qui mérite d'être développée, mais on commence quand même par le carbone, et bien calculer l'empreinte carbone de chacun des produits. Ouais. Autre question, Antoine, ou sinon je… Oui, oui. Allez-y. Une question qui vient peut-être de nous être partagée concernant une potentielle refonte de la comptabilité qui tend à sous-estimer aujourd'hui le coût des externalités et qui, si elle était prise en compte, amènerait logiquement peut-être une hausse sensible des prix sur de nombreux produits. Comment gérer cette inflation vertueuse, c'est l'expression utilisée, notamment en termes des conséquences sociales qu'elle supposerait? Je voudrais compléter la question sur ce point qui est évidemment un frein structurel depuis longtemps, en interrogeant M. Le Cher sur le fait, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que ça bouge sur ce terrain-là? Mais alors, les économistes, Pied-Cité et autres, pour vraiment maintenant sont tous très clairs, dans l'arbitrage profit-salaire, il faut lâcher aujourd'hui considérablement des points de rentabilité en faveur des salaires pour permettre justement aux consommateurs de faire ceci. Mais sur le carbone, est-ce que c'est sur tout le monde? Est-ce que c'est sur les utilisateurs? Est-ce qu'il faut que ce soit purement social? Est-ce que, voilà, cette équation sociale et écologique, on va savoir sur le terrain des prix et des pouvoirs d'achat la gérer? Vous la sentez comment? Est-ce que ça mûrit? Je crois que ça mûrit déjà sous l'angle du mécanisme carbone aux frontières, Oui. porté au sein de l'Union européenne, qui est quand même un facteur puissant de renchérissement des produits importés à forte teneur en carbone, et donc de rétablissement des conditions de la compétitivité et de l'égalité des armes. Le rapport qui vient d'être remis au président de la République reparle de taxe carbone. Je dois dire que c'est quand même un levier puissant, efficace, économiquement pertinent d'intégration, d'incorporation du coût de la transition écologique dans les chaînes de production de valeur. Ce serait quand même une bonne chose. Pour autant, il y a bien entendu, et il faut le souligner, des enjeux sociaux induits par tout cela, et la question de la répartition de la valeur, de l'augmentation des salaires et des risques inflationnistes, je la partage. La réponse est dans les politiques macroéconomiques. Donc, ce n'est pas à moi de dire quels doivent être les choix politiques, mais les schémas de pensée existent. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on voit comment évoluent les paramètres et puis y répondre pour préserver le lien social. Mais je crois plus fondamentalement, puisque la question était aussi sur la comptabilité, que bien sûr, il y a la comptabilité des entreprises, il y a des réflexions en cours sur la triple comptabilité et ce genre de choses. On les soutient avec beaucoup d'intérêt. Mais je crois que d'une façon générale, il faut qu'on revoie notre échelle et notre hiérarchie des valeurs. Il faut qu'on apprenne à compter beaucoup plus en carbone, indépendamment de la valeur économique qu'on va donner au carbone, tout simplement s'acculturer à ce que signifie une émission carbone, quels sont les ordres de grandeur, les échelles personnelles. Vous savez peut-être, je dois y insister, que l'empreinte carbone des Français, c'est 10 tonnes par an, par personne. La neutralité carbone suppose qu'on passe à 2 tonnes, qu'on divise par 5 nos émissions et notre empreinte. Notre empreinte, ça veut dire ce qu'on émet sur le territoire et ce que les importations de produits de notre consommation conduit à émettre. C'est beaucoup plus juste que les émissions de gaz à effet de serre qui sont uniquement liées à notre territoire et à ce qu'on produit sur notre territoire. Donc nous, on va plus aller vers l'empreinte, et l'empreinte, elle doit être divisée par 5 en 30 ans. C'est absolument considérable. Donc voilà, il faut apprendre à compter en carbone. Et pas que en carbone, aussi en biodiversité. Il faut qu'on ait des ordres de grandeur et qu'on comprenne mieux les impacts de ce que nous faisons. Antoine, il y a une autre question, sinon j'en ai une sur le bout des lèvres pour réagir à ce que vient de dire Thomas Le Sueur. C'est finalement, il y a eu beaucoup il y a les mécanismes de concertation depuis le Grenelle de l'environnement avant et à la conférence citoyenne, etc., etc. Vous qui êtes là dans le lien entre les acteurs, est-ce que vous avez une réflexion sur les mécanismes justement de consultation, de participation, d'accompagnement, etc. Est-ce qu'en termes de gouvernance et de démocratie, là-dessus, rien n'est satisfaisant aujourd'hui. On
tâtonne, on cherche, on avance. Mais est-ce que vous avez le commissariat général de développement durable a des idées pour que la médiation intra-société fonctionne mieux là-dessus? Alors, on a suivi de près et on était actifs et l'ensemble du ministère dans la Convention citoyenne pour le climat. Maintenant, le Conseil économique, social et environnemental Voilà. a une capacité à faire appel à des panels citoyens, à des participations citoyennes. Mais je pense que beaucoup de choses sont encore devant nous pour apprendre à décider ensemble. Ce qui est fort, ce qui est clair, c'est que les Français, et ça dépasse bien entendu nos frontières, face à la mondialisation, face à la brutalité des événements et à l'inquiétude de l'évolution des choses, du climat notamment, les gens veulent participer à la décision. Donc, il faut trouver de nouveaux mécanismes. Oui, on y réfléchit. On a une recherche-action avec Bruno Latour qui est en cours. C'est difficile de vous donner des réponses. De toute façon, ce ne sera pas simple parce que c'est d'abord une question d'état d'esprit. Et c'est pour ça que je renvoie d'abord vers notre charte de la participation qui témoigne finalement des enjeux d'ouverture d'esprit, parce que trop souvent, ce qu'on appelle participation reste un processus formel et obligatoire, ou en tout cas contraint, dont on ne tire pas les fruits. De part et d'autre, hein. Ceux qui s'expriment le font de façon un peu caricaturale et parfois très organisée, et donc finalement peu exploitable. Et puis ceux qui reçoivent les contributions n'en tiennent pas toujours le plus grand compte. Donc on n'a pas encore trouvé, hein, ça je vous le oui. Mais voilà, il y a des réflexions. Chantier collectif, en tout état de cause, s'il en est. Pour terminer, on va aller vers la fin de l'horaire, à la conclusion, mais il y a une question de Mme Orliac que je trouve importante sur la question de l'affichage environnemental et qui s'interroge évidemment sur le côté un peu passoire des règles internationales. Il y a des règles ici et là, et puis s'infiltrent dans les produits plein de choses qui ne sont pas contrôlées, vues. Est-ce que vous avez confiance dans les processus? Alors là, la Commission européenne est très avancée sur ces questions-là, mais est-ce que vous avez confiance dans ce processus? Est-ce que le travail que vous faites avec eux fait que l'affichage environnemental est quand même fiable de plus en plus pour le consommateur? L'affichage environnemental, il est quand même encore très limité, hein, aujourd'hui, ou en tout cas sur la base. Il n'y a pas encore les normes. Il y a des labels, il y a des choses comme ça, mais on ne peut pas dire que la fiabilité et la sécurité soient absolues avec ces labels. Donc, nous allons vers des systèmes beaucoup plus normés qu'on va d'abord expérimenter. C'est compliqué, bien entendu. On va passer par des mécanismes de moyenne, parce que soit on a la donnée qui est disponible et qui est bien tracée avec sans doute de la blockchain et des choses comme cela. Et ça, à ce moment-là, c'est cette information-là qui sera captée. Mais on sait très bien que dans des chaînes de valeur qui font intervenir des pays étrangers, des acteurs lointains et avec d'autres préoccupations peut-être que les nôtres, il faudra qu'on utilise des mécanismes de moyenne et puis qu'on dise… Je vais être caricatural, mais en Chine, voilà les émissions, on divise par des productions et puis on dit que telle matière première ou tel élément fabriqué en Chine, on considère que c'est telle empreinte carbone. Vous voyez, on sera obligé de faire des calculs, il y aura des hypothèses, mais ça donnera quand même des éléments d'information beaucoup plus fiables aux consommateurs que l'absence d'information. Donc, on ne prétend pas aller vers un système parfait et le mieux est l'ennemi du bien. Mais aller de façon vigoureuse vers de l'information du consommateur et une information simple à comprendre. Moi, je vous invite à regarder l'indice de réparabilité. On a beaucoup travaillé dessus. Il fonctionne très bien et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Et du coup, il fonctionne et les consommateurs, on a des retours super positifs. Les gens sont contents de pouvoir enfin savoir que parfois c'est moins cher, mais si ce n'est pas réparable, eh bien, on met quelques euros de plus. Et on se dit qu'on ne va pas faire n'importe quoi et être déçu dans 3 jours parce que le truc sera à la poubelle. Le développement du marché de la seconde main vous aide sur ces questions
quand même importante. Et pour terminer, il y a une question qui me concerne, alors là vraiment directement, mais je voudrais l'avis de Monsieur Le Sueur, réformer l'enseignement supérieur pour que l'on enseigne une nouvelle finance, un nouveau marketing, une école de commerce. Pour nous, une obsession, on y travaille, on fait ce qu'on peut. Là, il y a un vrai enjeu. C'est vrai qu'on apprend aux futurs dirigeants, cadres et autres encore un peu à gouverner comme avant et pas à faire ce que vous rappeliez très justement, cette stratégie durable au lieu de mettre du durable dans la stratégie. Est-ce que c'est un problème interministériel, monsieur le délégué? Est-ce que c'est une question un peu de société? Est-ce que ça ne concerne que les acteurs d'enseignement qui, dans le monde, mais en France notamment quand même, à quelques exceptions près bien connues, ont pris beaucoup de retard là-dessus et ce sont les étudiants qui s'en plaignent. Cette question de préparer les futurs acteurs économiques à penser à travailler durable, vous la voyez comment? Est-ce qu'on peut terminer un petit peu sur cette donne parce que elle est au cœur des leviers de changement? Il y a une action très, très, très vigoureuse qui est conduite dans le cadre de ce qu'on appelle le GT Jouzel, présidé par Jean Oui, Jouzel, et oui, qui doit justement, qui a fait des premières propositions et qui les rend plus opérationnelles en ce moment. Il y a énormément de réunions, donc je ne peux pas vous donner le oui, résultat. C'est bien entendu la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est en charge, mais nous, au CGEDD, on y participe et on essaie de d'accord. contribuer à tout cela. J'ai quand même des échos assez directs du fait que, et je crois que ça apparaît aussi dans le chat, que sous la pression des étudiants, hein, ça je rejoins Oui, complètement ce point, c'est pas complètement spontané de la part des écoles notamment de commerce, mais des grandes écoles en général. Les choses sont en train de changer, mais il y a quand même qu'une rentrée par an. Et du coup, voilà, ça me prend un petit peu de temps. Je pense aussi que nous sommes en retard. Mais je crois qu'on va avoir un changement assez rapide d'ici 1, 2, 3 années mm. sur tout cela. Et il est temps, et vraiment, c'est même absolument fondamental. Écoutez, vraiment, merci à vous. Nous arrivons au terme de notre timing, donc on va le respecter. On aurait pu dialoguer avec vous encore beaucoup plus longtemps et on aurait eu 1000 questions, mais ça sera des rendez-vous à reprendre et on aura l'occasion, dans le cadre de nos activités, EcoLearn et autres, de vous convier. On a notamment le forum des managers responsables le 23 septembre, où on vous a demandé de venir pour réagir à un rapport de réflexion sur le modèle d'entreprise qu'on peut viser au niveau français, mais surtout au niveau européen. Donc, les rendez-vous et les échanges vont se poursuivre. Merci à tous. Merci à vous particulièrement, Monsieur Le Sueur, pour la franchise et la caractère constructif de ces dialogues. L'État ne se met pas, je dirais, en arbitre d'en haut, mais co-construit avec les acteurs, c'est une démarche, je crois, qui est la seule susceptible d'engager de l'appropriation suffisante. Pour nous, elle est très importante. Et je vous souhaite aux uns et aux autres vraiment un été utile, protégé, durable, dans tous les sens où le tourisme et où la mobilité nous incite à améliorer nos comportements. Je crois qu'il faut aussi que les citoyens changent, hein, dans leur dans leur rapport à leur vie, à la société. C'est pas le plus simple non plus, mais on en a tous conscience. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, Monsieur Le Sueur, d'avoir éclairé cette discussion. Merci à notre équipe d'Ecolearn d'avoir préparé tout ça. Et nous nous retrouverons à la fin septembre pour des rendez-vous de ce type d'actualité qu'on va essayer d'améliorer encore, grâce à vos remarques aussi. On est preneurs. Et merci personnellement, je l'adresse aux uns et aux autres, vraiment de construire ces coalitions, ces groupes d'action qui font le changement de bonne volonté, le seul qui compte, pas celui qu'on impose, mais ou par la peur ou par la contrainte, mais parce que on est tous conscients que ce monde durable est celui le plus collectif et le plus souhaitable à court terme maintenant, sans trop attendre pour nous tous et les générations qui viennent. Merci encore une fois de ceci et à très bientôt. Merci beaucoup. Oh non, Tanguy est trop chaud, il me dit merci à vous, même si je suis venue en retard, j'ai eu un souci de réseau.